Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Option de transparence et de vérité sur les événements de Ngarbou. L'enquête ordonnée par le chef de l'État livre ses résultats. Lecture et décryptage dès l'entame du journal. Option de proximité dans la lutte contre le Covid-19. Le don du président de la République aux 360 communes hier lundi ramène les couches vulnérables au cœur du combat. On l'entendra dans ce 20h30. Et puis, option de décentralisation affirmée contre la pandémie. Les communes recevaient leur cahier de charges hier lundi à Yaoundé. Les instructions du gouvernement sont dans cette édition. Voilà pour les titres. Et nous ouvrons cette édition du journal par cet important communiqué qui nous vient de la présidence de la République. Il est signé précisément par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il est écrit à la suite des événements tragiques survenus dans la nuit du 13 au 14 février 2020 dans la localité de Ngarbou et en exécution des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a mis sur pied en date du 17 février 2020 une commission d'enquête mixte avec pour mission de faire la lumière sur les circonstances de la survenue des 10 événements et puis d'établir les responsabilités des différents acteurs. Placé sous l'autorité du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale et présidée par un magistrat militaire, la commission d'enquête était composée d'officiers des armées et de la gendarmerie nationale. À titre exceptionnel, la commission d'enquête a fait appel au service des observateurs suivants. Monsieur Tchemouta Divan Banda, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Monseigneur Georges Nko, l'évêque du diocèse de Kumbo. Monsieur Amadou Baba Saleh, il est l'imam de la mosquée centrale de Ntumbo. Madame Mi Bibiane, épouse Ndimbabon, c'est le Chief Executive Officer de l'organisation non gouvernementale Human Association of Peace and Hope. Et Monsieur Chenui Christiansius Chou, il est le secrétaire régional de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour la région du Nord-Ouest. D'ordre du chef de l'État, la participation de l'Organisation des Nations Unies aux travaux de la Commission a été sollicitée. Y faisant suite, les Nations Unies ont promis un appui technique auquel la justice camerounaise, désormais en charge du dossier, pourra recourir en tant que de besoin. La commission d'enquête a procédé à des descentes sur le terrain à Bamenda, à Kumbo, en Kambe, à Ntumbo et en Ngarbou, où elle a effectué diverses constatations, collecté et analysé des indices et recueilli les témoignages qui lui ont permis de reconstituer le déroulement de ces événements tragiques. Au terme de ces travaux, la commission d'enquête a abouti aux conclusions suivantes. Le village de Ngarbou, situé dans l'arrondissement de Ndou, département du Dongamantung, région du Nord-Ouest, était devenu un centre de regroupement des terroristes sécessionnistes et un pôle logistique de ravitaillement en armes, munitions et combustibles des groupes sécessionnistes situés dans le département du Bui et une partie du département du Ngoketunja. Ces terroristes se livraient à des exactions diverses contre les populations locales, vol de bétail, viol, agression, etc., qui justifiait une intervention des forces de défense et de sécurité aux fins de protéger ces dernières. Pour ce faire, une mission de reconnaissance a été autorisée le 12 février 2020 par le chef de bataillon Nyangonozé Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'intervention motorisée de Nkambe. Le sergent Baba Guida, chef du groupe mixte de Tumbo, la conduisait. Le détachement a quitté la base de Ntumbo le 13 février 2020 à 22 heures avec un effectif de 3 militaires et 2 gendarmes. Au cours de la progression, le chef de détachement a pris l'initiative de se faire accompagner par 17 membres d'un comité de vigilance locale. À l'entrée du village de Ngarbou, le groupe s'est séparé en 2 équipes pour ratisser les quartiers de Ngarbou 2 et 3.
Arrivé dans le quartier de Ngarbou 3, lieu dit de la tragédie, l'équipe dirigée par le sergent Baba Guida est composée du gendarme Sanding Cyril, du soldat de première classe Haranga et de 10 membres du comité de vigilance, a donné l'assaut sur la base des informations communiquées par un terroriste repenti et un paysan de la zone. Après des échanges de tirs au cours desquels 5 terroristes ont été abattus et plusieurs armes saisies, le détachement a découvert que 3 femmes et 10 enfants ont péri du fait de son action. Pris de panique, les 3 militaires, aidés par certains membres du comité de vigilance, ont tenté de masquer les faits par des incendies. Revenu à Ntumbo, le sergent Baba Guida, qui a conduit l'opération, a adressé à sa hiérarchie un compte rendu volontairement biaisé. Compte rendu sur la base duquel le gouvernement a initialement fondé sa communication. Au plan des responsabilités, la commission a établi que, premièrement, le chef de bataillon Nyangonose Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée, connaissant pourtant la sensibilité de la zone de Ngarbou, où existent de vives tensions intercommunautaires, n'a pas personnellement supervisé l'opération menée par ces hommes. Deuxièmement, le sergent Baba Guida a associé des civils armés à une opération militaire, n'a pas maîtrisé ces hommes au cours de la dite opération, a ordonné l'incendie de maisons et volontairement travesti le compte rendu de l'opération et son bilan. Le gendarme Sanding Cyril a participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Le soldat de première classe Haranga a participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Les 10 membres du comité de vigilance engagés à Ngarbou 3, non encore identifiés, ont participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Le président de la République, ayant pris connaissance du rapport de la commission d'enquête, a prescrit les mesures ci-après. Tout d'abord, l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le chef de bataillon Nyangonose Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée, et tous les militaires ayant participé à l'opération de Ngarbou. Ensuite, l'arrestation du sergent Baba Guida, du gendarme Sanding Cyril et du soldat de première classe Haranga Gilbert, ainsi que des 10 membres du comité de vigilance impliqués dans les événements tragiques de Ngarbou 3 et l'ouverture d'une procédure judiciaire contre eux. Les militaires concernés sont d'ores et déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Les membres du comité de vigilance concernés sont, eux, activement recherchés. Troisièmement, l'exhumation des corps des victimes afin de leur donner aux frais de l'État une sépulture digne et de finaliser les constats nécessaires à la manifestation de la vérité. Quatrièmement, le recensement des ayants droit des victimes par l'autorité administrative aux fins du versement par l'État des indemnisations et compensations appropriées. Cinquièmement, enfin, le renforcement de la sécurisation du village de Ngarbou, notamment par la création d'une base militaire et l'érection d'autres services publics qui devraient permettre une meilleure protection des civils contre les exactions des groupes armés, le retour des personnes déplacées et l'apaisement des tensions intercommunautaires. Le président de la République adresse de nouveau ses condoléances et celles de la nation tout entière aux familles des victimes et tient à les assurer de sa détermination à veiller à ce que justice soit faite. Il réitère ses instructions fermes aux responsables compétents aux différents niveaux hiérarchiques des forces de défense et de sécurité de veiller avec une détermination accrue à ce que celles-ci accomplissent toujours leur devoir avec professionnalisme, assurent tout particulièrement la protection des civils et s'assurent que les allégations relatives à d'éventuelles exactions fassent systématiquement l'objet d'enquêtes et, le cas échéant, de sanctions appropriées.
Le président de la République adresse ses remerciements aux membres de la commission ainsi qu'à tous les acteurs nationaux et internationaux qui ont, à des titres divers, apporté leur contribution pour faire la lumière sur les événements de Ngarbou et permettre que justice soit rendue aux victimes. Il réaffirme la disponibilité du gouvernement camerounais à continuer à coopérer avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, de même qu'avec les organismes non gouvernementaux, les organisations non gouvernementales, pour faire avancer la cause de la protection et de la promotion des droits de l'homme au Cameroun. Il rappelle toutefois que la protection des droits de l'homme est une cause noble et sérieuse qui doit être défendue avec vigilance et fermeté, mais aussi avec sérénité et discernement, sans être polluée par des motivations politiques qui ne peuvent que l'affaiblir. Le président de la République réaffirme son attachement à la recherche des voies et moyens pour résoudre de manière pacifique la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, conformément aux recommandations du Grand Dialogue national. C'est donc un communiqué signé ce 20 avril 2020 par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Lumière est donc faite désormais ce mardi sur ces événements de Ngarbou. Séverin Alégambélé. Les faits tels qu'ils se sont produits à Ngarbou, localité du village Ntumbo, dans l'arrondissement d'Undou, département du Ndonga-Mantoum, du 13 au 14 février 2020, ont effectivement suscité émoi et désolation. Chacun, bien évidemment, à l'aide de sa propre lecture, au risque parfois de tronquer la vérité. Le premier élément de contradiction identifié, c'est le nombre de victimes du drame. Les sources grossissaient les chiffres ou les données minimalement au gré de la sensibilité ou de l'appartenance politique, semant davantage la confusion et le doute dans les esprits. Le deuxième élément de contradiction qui va d'ailleurs alimenter la polémique, c'est l'entrée en scène des organisations non gouvernementales opérant dans le domaine de la défense des droits de l'homme. L'interprétation des faits véhiculés par ces entités, la confrontation de leurs données à celle du gouvernement camerounais renvoyait plus à un jeu de ping-pong, difficile de faire la lumière sur la tragédie qui a coûté la vie à de nombreux citoyens. La mise sur pied d'une commission d'enquête chargée de faire toute la lumière sur les événements de Ngarbou permet finalement d'établir les responsabilités des uns et des autres. Premier décryptage et premières analyses. J'accueille à présent sur ce plateau le rédacteur en chef ici à la télévision, Aimé Robert Billina. Bonsoir. Bonsoir, Adèle. Et vous dites qu'il faut tout d'abord saluer cette logique de transparence qui apparaît ainsi dans la publication des résultats de cette enquête ce soir. Une logique de transparence dans la République exemplaire voulue par le président Paul Biya. Lorsque le chef de l'État a prescrit la mise en place d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les tragiques événements de Ngarbou, certains observateurs n'ont pas manqué d'y voir un stratagème selon la formule de Clémenceau qui disait « Lorsqu'on veut enterrer une affaire, on crée une commission ». C'était se mépendre sur la volonté du président Paul Biya de voir éclater la vérité, toute la vérité. Cette volonté de transparence apparaît clairement dans la composition de la commission d'enquête ouverte à des personnalités indépendantes. À titre de rappel, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, Tchemuta Divine Banda, l'évêque du diocèse de Kumbo, Monseigneur Georges Nkwo, ou encore l'imam de la mosquée centrale de Tumbo, Amadou Baba Saleh. Leur réputation d'empêcheur de tourner en rond, pour dire le moins, attestait de la volonté présidentielle de ne rien dissimuler. Une fois bouclé, le rapport aurait pu disparaître dans le millefeuille administratif et bureaucratique. Que non, Paul Biya a décidé de le publier. Sacrée transparence. Et on l'a entendu dans la lecture de ce communiqué de presse. Aimé Robert, les premières sanctions sont donc annoncées par le chef de l'État, chef des forces armées, pour montrer l'exemple qu'il faut tout à fait sanctionné, autant positivement que négativement. Le chef de l'État est cohérent et l'a toujours fait savoir par ses actes et par les porte-paroles successifs du gouvernement. L'armée camerounaise n'est pas du genre à tolérer les bavures, car le président Paul Biya, qui a lu et relu l'art de la guerre de Sun Tzu, sait que l'organisation et la discipline des armées sont d'une importance vitale. Le traitement à date du dossier Ngarbou le montre et le démontre fort bien. Une procédure disciplinaire contre le commandant
du 52e bataillon d'infanterie motorisée, l'arrestation du chef des détachements et des autres militaires mis en cause et l'ouverture d'une procédure judiciaire. Et ce n'est pas la première fois, Adèle, que des militaires vont répondre de leurs actes devant la justice. Sans vouloir remuer les cendres, on peut rappeler la douloureuse affaire de Zelevet dans le Mayo Moscota à l'extrême nord. Au moins 7 soldats interpellés en août 2018 qui comparaissent devant le tribunal militaire de Yaoundé pour violation de consignes et complicité d'assassinat. Si le chef de l'État veille à ce que l'armée ne manque de rien, on va dire que Paul Biya couvre ses soldats, mais ne les couvre pas. Tout à fait, la nuance est claire, Aimé Robert, et les responsabilités établies. Et il faut tout de même se garder de tout amalgame. L'armée camerounaise, vous venez de le dire, reste et demeure professionnelle, loyale au service de la nation qu'elle sert avec honneur et fidélité. En effet, il faut se garder de tout amalgame. Quelques soldats ont fauté, c'est avéré, mais l'armée n'est pas polluée. Au contraire, nos forces de défense et de sécurité ont toujours fait montre de professionnalisme, de loyauté dans tous les champs de bataille avec honneur et fidélité. L'histoire nous renseigne sur quelques combats glorieux de nos vaillants soldats. Dans les années 60-70, il a fallu consolider l'indépendance douloureusement acquise. N'eût été le sens de l'honneur des pionniers comme Pierre Semengue en ces années-là, le Cameroun aurait basculé dans un état néant, comme on a connu dans le continent. Vous n'avez pas oublié le 6 avril, l'armée loyaliste a stoppé net un carteron de séditieux et d'ambitieux. Vous vous souvenez de l'épisode de Bakassi, l'armée camerounaise a réussi le containment de l'immense armée nigériane avant que la force du droit ne l'emporte sur le droit de la force. Et puis depuis octobre 2016, que seraient devenues les régions du nord-ouest et du sud-ouest si les bandes armées sans projet politique avaient pour seul logiciel opérationnel de s'aimer la mort, l'horreur n'avait trouvé en face d'eux des forces de défense et de sécurité loyales et républicaines. Et cette armée qui a fait le coup de feu et mis en déroute les hordes terroristes de Boko Haram, gardant inviolé le triangle national dans un contexte où certaines armées africaines ont été balayées et humiliées par des soldats perdus. L'État là-bas, ne devant son salut, car l'intervention de troupes étrangères, on ne va pas citer ce pays pour ne pas créer d'incidents diplomatiques. On en reste là, effectivement. Mais le Cameroun a été préservé de la tutelle moyenâgeuse et obscurantiste de Boko Haram, parfois au péril de la vie des hommes qui ont payé jusqu'au sacrifice suprême. Au moins 300 de nos vaillants soldats sont tombés dans cette guerre hideuse venue d'ailleurs, y compris la crème, comme feu le général de division Jacob Kody, mort dans un accident de son hélicoptère de commandement le dimanche 22 janvier 2017. Nous devons être fiers de cette armée prête à tous les sacrifices. Nous devons être fiers de cette armée que les Centrafricains acclament et brandissent des fleurs au passage des contingents de l'armée camerounaise. Nous devons être fiers de notre armée, l'une des meilleures en Afrique. Et pour finir, les ONG également évoquées dans ce communiqué de presse, on les a entendus dans cette affaire de Ngarbo parler très fort. Et aujourd'hui, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, les appelle, tout en saluant leur rôle notable dans la défense des droits de l'homme, les appelle donc à éviter la manipulation et l'instrumentalisation. Il faut en effet s'arrêter sur le passage de cette communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, car en effet, les ONG sont les bienvenus, ont leur place dans une démocratie comme le Cameroun, mais les organisations non gouvernementales doivent servir la vérité en tout lieu et en tout temps. Pas une vérité parcellaire, pas une vérité de saison qui arrange une certaine bien-pensance ou certains bailleurs de fonds au risque de se laisser instrumentaliser. Car ces ONG promptes à dénoncer les violations des droits de l'homme ne doivent pas se murer dans un silence assourdissant lorsque les terroristes tuent, violent, pillent ou empêchent des milliers d'enfants de jouir de leur droit à l'éducation. Les ONG doivent se garder de tout manichéisme où l'on pense que tout ce qui vient du gouvernement est forcément mauvais et ce qui vient des contestataires ou des terroristes est tolérable. Les ONG ne doivent pas se mettre à la remorque des agendas cachés dans une logique de droit de l'hommisme à tête chercheuse.
Merci Aimé Robert Bina, nous retenons ce mot et nous avançons dans l'actualité du jour qui, vous le savez, monsieur le rédacteur en chef, reste dominée par la lutte ardue que mène le gouvernement contre le Covid-19 et le président de la République qui multiplie les approches aux commandes de ce combat à la tête de ses troupes. Le don de matériel et de produits médicaux d'une valeur de 2 milliards offert par le chef de l'État aux 360 communes hier lundi vient renforcer la stratégie de proximité dans ce combat. Les collectivités territoriales décentralisées sont ainsi pleinement impliquées pour atteindre et équiper les couches sociales les plus vulnérables. Séverin Legambele. Encore une dizaine de jours et on assistera, comme par le passé, au départ des véhicules transportant les produits et matériels médicaux offerts aux populations camerounaises par le président de la République dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Pignon central de l'architecture globale du combat contre le coronavirus, le président Biya a opté pour une stratégie de proximité, ce qui est d'ailleurs conforme à la politique de décentralisation qu'il a insufflée. La première solution à la lutte contre ce fléau, c'est la décentralisation de cette affaire-là. Il faut demander aux collectivités territoriales et mettre le peu de moyens qu'on peut leur donner à leur disposition parce que ce sont les communes qui sont proches des populations. Avant que le ministère de la Santé n'arrive à Pendia, s'il y a une situation, c'est d'abord le maire qui est là-bas et le sous-préfet. Vous voyez les chiffres qui montent chaque jour, c'est inquiétant. Il faut sauver des vies. Dans tous les cas de figure, la gestion décentralisée et participative de la lutte contre le Covid-19 responsabilise davantage les collectivités territoriales décentralisées. Effectivement, les collectivités décentralisées se sont engagées dans la bataille avec leurs moyens, mais on a pu le constater que ces moyens n'étaient pas à la hauteur de la pandémie. Je pense que le geste du chef de l'État va, pour ainsi dire, renforcer le travail qui avait été entamé par les communes. Disons que cet appui va beaucoup booster les efforts que nous avons entrepris déjà par rapport à la mise à disposition des kits, par rapport peut-être à la prise en charge. Comme il y a quelques mois et à d'autres occasions, le don spécial met en lumière le lien étroit entre les populations et le président de la République. C'est pour moi une bonne mesure dans la perspective que le chef de l'État répond ici à l'un des objectifs du développement durable, qui est l'objectif numéro 3, qui consiste à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être. Le don spécial du chef de l'État vaut une fois de plus un appel à la prise de conscience de la menace qui pèse sur l'humanité. Et il faut dire que cette stratégie du porte-à-porte littéralement contre le coronavirus repose sur la décentralisation en construction au Cameroun. Et pour mieux asseoir la responsabilité des communes, les deux ministres de la Santé publique et de la décentralisation harmonisaient les instructions hier lundi pour une plus forte implication des collectivités locales. Voici les recommandations au terme de cette concertation. C'est une synthèse de Agnès Solange à Bessolon. Les marchés, potentielle source de contagion du coronavirus. Impossible de circuler sans risque de se voir accosté par les commerçants démasqués et à moins d'1 mètre de distanciation. Ici, les gestes barrières tardent à être respectés. Le sujet préoccupe les acteurs de la décentralisation. Quels sont les volumes que l'on attend qu'elles mettent en œuvre, éventuellement que l'on trouve des ressources pour les accompagner? Le ministre de la Décentralisation et le ministre de la Santé publique élaborent donc ensemble une stratégie pour les activités de réponse à la pandémie du Covid-19 en présence du directeur général du FECOM, en décidant donc d'impliquer davantage les communes et les communautés urbaines. Parmi les mesures à mettre en œuvre par les maires figure en bonne place la désinfection des villes à grande échelle. Au niveau du marché Mokolo, le mercredi, le marché est fermé. Ça fait que le marché sera libre. Nous pourrons donc facilement travailler en toute quiétude. Donc nous allons désinfecter. Nous avons également les chefs de bloc, les chefs de quartier, et également au niveau de la communauté musulmane, les imams. Donc nous avons réuni toutes ces personnes et puis nous avons transmis le message.
L'autre articulation concerne la prise en charge socio-sanitaire des personnes positives au Covid-19 et hospitalisées. Le volet alimentation et buanderie interpelle le maire de la ville de Yaoundé. Du moment qu'il s'agira de l'alimentation des malades, c'est un domaine où l'orientation des médecins est importante. Il faudra aussi identifier les sites dans les cimetières pour inhumer les personnes décédées du Covid-19, tout comme il est indiqué que tous les sites de mise en quarantaine disposent de toutes les commodités. La sensibilisation des populations, elle, va se poursuivre avec la mobilisation des agents de santé communautaire. Cette option pour la décentralisation est déjà en marche en ce qui concerne la prise en charge des malades. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé hier lundi un arrêté qui crée et définit le fonctionnement de 8 centres spéciaux. Il s'agit de fluidifier la gestion des cas liés à la pandémie. Lecture du texte, Elvire Nina Galim. Les Camerounais n'hésiteront plus à se rendre dans les formations sanitaires par peur de contracter le virus de Covid-19. De même, le manque de structures appropriées pour confiner et prendre en charge les patients trouve solution. Une nouvelle mesure vient donc ramener la quiétude et la sérénité dans certains hôpitaux. C'est celle de la création des centres spéciaux de prise en charge des patients de coronavirus. La création de ces annexes des grands hôpitaux concerne notamment la ville de Yaoundé avec 2 centres spéciaux de prise en charge des malades. Ces annexes sont situées dans l'ancien bâtiment de l'entreprise Orca au lieu dit Carrefour Zoé et le stade militaire. À Douala, le stade Mbappé-Lépé et le camp des logements sociaux de Nyassa abriteront ces structures chargées des soins hospitaliers et le suivi médical des patients de Covid-19. Dans la région du sud-ouest, à Limbé, c'est le Middle Farm Stadium qui aura en charge les malades de la pandémie. Dans la ville de Bafoussam, la prise en charge sera assurée dans le camp des logements sociaux et le stade Toket. Et à Garoua, l'esplanade du stade Rumdeadja. Ces centres spéciaux, comme l'a indiqué le Premier ministre chef du gouvernement, sont des annexes des hôpitaux, à savoir l'hôpital central de Yaoundé, la Kintini à Douala ainsi que les hôpitaux régionaux de Garoua, Limbé et Bafoussam. Ces hôpitaux vont donc assurer la coordination administrative, technique et clinique des centres de leur ressort. Et chacun de ces centres spéciaux est dirigé par un chef de centre assisté de 2 adjoints. De manière logique, ces structures sont implantées suivant la force de propagation du coronavirus dans les régions du pays. La création d'autres centres sera en fonction de l'évolution du Covid-19. Il reste donc à sensibiliser la population sur la non-dangerosité de ces centres dans les quartiers. Et pour la région du littoral, cet arrêté signé hier par Joseph Dione Gouté, le Premier ministre chef du gouvernement, crée 2 centres spéciaux de prise en charge des cas de Covid-19. L'un est situé au stade Mbappé-Lépé et l'autre à Yassa, à Douala. Ce mardi, les autorités locales sont allées évaluer la sécurisation des sites et état des lieux. C'est dans ce reportage de Edouard Penda à Douala. Le comité de gestion d'incidents Covid-19 dans la région du littoral a effectué une visite de contrôle dans les 8 immeubles d'une capacité de 400 chambres qui serviront de cadre pour les personnes mises en quarantaine. Un espace de décontamination et de buanderie et la stérilisation du matériel prévu pour la circonstance. Un réfectoire pour le personnel technique et les forces de maintien de l'ordre. Aboubakar Ndikam, inspecteur général des services du gouverneur, s'est assuré du bon fonctionnement de tous les compartiments de l'immeuble avant de mettre le cap au stade de Mbappé-Lépé, autre site de prise en charge des malades. Sur les lieux, le docteur Biolon, directeur du site de Mbappé-Lépé, rassure. Sur ce site, nous pourrons accueillir 184 patients. Ce sera des patients symptomatiques, légers à modérés, pas de patients sévères. Ils sont conduits au niveau de l'hôpital à Kintini ou alors à H-Gopet. Derrière moi, nous avons une halle de 1500 m² climatisée qu'on va livrer. Et puis, nous aurons le site d'accueil pour accueillir les malades. Des mesures prises par le ministre de la Santé publique qui viennent renforcer la lutte contre le Covid-19 dans la métropole économique. 2 sites qui seront dans les prochains jours réceptionnés pour la prise en charge proprement dite.
Cap à présent, ici à Yaoundé, sur le Centre national des opérations des urgences de santé publique, nous allons prendre les derniers chiffres du jour, les dernières nouvelles sur le front de la lutte contre le Covid-19 à travers le Cameroun. Nous retrouvons au QG de Messa notre reporter ce soir, Martine Noël Ndengue. Quoi de neuf à Messa ce soir? Bonsoir Adèle, téléspectateurs de la CRTV, bonsoir et bienvenue ici au Centre des opérations des urgences de santé publique. Le chiffre à retenir, 331, c'est le nombre de personnes guéries du Covid-19 au Cameroun à ce jour et le gouvernement insiste sur le respect des mesures barrières. Mais intéressons-nous ce soir au processus de mise en quarantaine des personnes testées positives au Covid-19. Avec moi pour en parler ce soir, le docteur Thérèse Azumbo-Mefan, sous-directeur de l'organisation des soins au ministère de la Santé publique. Bonsoir docteur. Comment se déroule la quarantaine des malades et quels sont les développements susceptibles qu'il peut connaître? Merci Martine Noël de me donner l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes. En fait, nous avons deux types de quarantaine. Nous avons des personnes qui ont été étroitement en contact avec des malades testés positifs, d'une part, et des personnes testées positives. Ceux qui ont été en contact vont attendre les prélèvements et s'ils sont testés positifs, ils vont rejoindre ceux qui sont positifs. S'ils sont négatifs, ils vont rester en observation pendant 14 jours. Pour ceux qui sont testés positifs, il y a une équipe médicale constituée d'un médecin généraliste, de 2 infirmiers diplômés d'État, de 2 aides-soignants, d'un hygiéniste, sous la supervision d'un médecin spécialiste. Cette équipe va donc prendre ceux qui sont testés positifs en charge. Si pendant la période de mise en observation, ils ont des complications, ils sont référés dans des formations sanitaires de 2e et 1re catégorie pour une meilleure prise en charge. Docteur, est-ce que le mise en quarantaine est soumis à un régime alimentaire particulier et qui paye la note? Je vais d'abord vous dire que tous les patients mis en quarantaine ne sont pas identiques. Nous avons des patients qui ont des comorbidités, ceux qui sont diabétiques, hypertendus ou ceux qui ont la goutte. Ce qui fait que l'alimentation tient compte de ces spécificités. Pour ce qui est de la personne qui prend en charge, c'est l'État qui prend entièrement en charge l'alimentation de ces patients. Et je tiens à vous dire que ces patients ont un petit déjeuner complet, un dîner et un souper constitué d'une entrée, d'un plat de résistance et d'un dessert. Tout ceci, que ce soit la prise en charge, que ce soit l'alimentation ou la thérapeutique, sont prises en charge par l'État. Docteur, quels sont les interdits durant cette phase? Je veux bien parler de la mise en quarantaine, les interdits pour le malade, pour le personnel soignant et même pour son entourage. Le malade mis en quarantaine n'est pas en prison. Il est autorisé à communiquer à travers les TIC avec sa famille. Il peut recevoir les outils venant de sa famille via le personnel médical, mais le sens inverse est proscrit. Le personnel, quand il doit se rendre vers ces personnes malades, il se prépare. Ils utilisent l'équipement de protection pour prendre ces patients en charge. Mais il est scrupuleusement interdit que le matériel parte des sites d'isolement vers les populations. Merci, docteur Thérèse Azumbo-Mefan, sous-directeur de l'organisation des soins au ministère de la Santé publique pour cet éclairage.
Merci Martine. Adèle, voilà ce que nous avions pour vous ce soir. Et je le répète, à l'issue du point de presse quotidien donné par le Dr Fane Mahamat, directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique, elle est revenue sur le strict respect des mesures barrières et des règles édictées par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19 au Cameroun. À vous. Merci infiniment Martine Noël Ndengue. Merci à votre expert de ce soir, le docteur Thérèse Azumbu, qui vient de nous rappeler la prise en charge, ce qu'elle coûte. On vient d'entendre le soin qui est mis à la prise en charge de ces cas de Covid-19 et hélas, la pandémie avance et la facture de cette prise en charge devient de plus en plus lourde. Les soins divers effectués gratuitement dans les hôpitaux agréés et bientôt dans les 8 centres spéciaux coûtent excessivement cher au budget de l'État. Irène Janafouda s'est essayée ce soir à la comptabilité de ces soins du Covid-19 dans nos formations sanitaires. Dans les formations sanitaires agréées pour l'aide délivrée du mal causé par le Covid-19, le panier de soins adapté aux cas asymptomatiques, aux cas légers, aux cas intermédiaires et aux cas graves correspond aux besoins spécifiques de chaque catégorie. Un budget provenant des fonds de fonctionnement de l'hôpital est alloué au dispositif officiel de traitement, ce qui engendre des coûts directs. Les malades hospitalisés nécessitent un suivi particulier justifiant les coûts indirects. Il y a des coûts indirects en rapport avec la protection et la prévention, des coûts directs, les médicaments, les examens biologiques, l'hospitalisation, l'alimentation des patients et les équipements bien sûr de protection. Vous avez les coûts des médicaments qui sont fournis aux patients. Ça va donc varier de 10 à 15 000 en termes de médicaments au quotidien. Ensuite, maintenant, dans le cadre du bilan biologique, à l'entrée, les coûts vont varier entre 60 et 80 000. La forme sévère du Covid-19 se traduit par la détresse respiratoire qui engage toute une vie. À ce stade, c'est un véritable gouffre à sous. La consommation d'oxygène va varier entre 1 bonbonne à 3 bonbonnes d'oxygène par jour. Et le coût de chaque bonbonne varie entre 50 et 60 000. Il faut rajouter la réalisation d'un scanner thoracique qui, lui, du fait de tous les équipements nécessaires, va également rajouter au-delà de 100 000 francs en termes de coût. La crise sanitaire impose désormais une nouvelle hygiène de vie en milieu hospitalier qui devient une source de dépenses. Tout le monde doit avoir un masque avec un certain standard. Les personnels doivent porter des gants, des charlottes ou des surblouses. S'assurer que tous ceux qui rentrent à l'hôpital se lavent les mains, que tous les personnels ont une provision de solutions hydroalcooliques. Il faut considérer que le processus de décontamination des salles d'examen, des tables d'examen, ont également changé parce qu'il faut le faire plus régulièrement pour s'assurer que l'hôpital ne devienne pas un lieu de contamination. La santé n'a pas de prix, raison pour laquelle le personnel soignant fait du mieux qu'il peut pour que la prise en charge des malades du coronavirus ne souffre d'aucun manquement. Et voici une pandémie qui change la vie en zone urbaine, mais aussi les habitudes en zone rurale. Allons le voir à Elik Mfomon, c'est dans le département de l'Aleké. Là-bas, les populations s'arriment bon an, mal an aux 20 mesures barrières. Barbara Padjama revient de Elik Mfomon. Se tenir à distance pour limiter les contacts, dure expérience en zone rurale où l'on est habitué au contraire. Principalement, cette mesure barrière a été convertie en temps profitable pour vaquer en toute sécurité. Moi et ma petite famille, on part au champ. Vous êtes obligés seulement de rester avec les cache-nez à la maison.
Mais quand je suis au champ, je vois que là-bas, il n'y a pas assez de... Le virus ne peut pas venir là-bas. Parce qu'on me dit que c'est les hommes qui sont les porteurs du virus. Mais je ne sais pas aussi si les arbres sont les porteurs de virus. C'est pour cela que je suis là-bas beaucoup en brousse. Pour Eyenga, c'est plus de temps dans les champs. Mais pour Aïssi, jeune maman, c'est l'occasion de rallonger ses fins du mois sur le dos de son salon de coiffure qui bat de l'aile. On en profite aussi. Comme pour le moment, ça paye. Donc ça me donne un peu d'argent pour plus m'occuper des enfants à la maison. Bon, et jouer aussi le rôle d'une mère. Les jeunes fonctionnaires de l'arrondissement, eux, ont vite fait de reconvertir cette saison. Je suis comptable et je suis en congé technique. Moi, je profite de cette occasion pour superviser mes travaux dans les champs. J'ai envoyé des gens pour travailler en brousse. Dans la chapelle, le curé étouffe de solitude, même s'il reconnaît le bon côté de la situation. Il y a le temps matériel, le temps de prière, le temps d'aller au champ. On a vraiment du temps. À Elik Fomon, pas de saison blanche et sèche. Au contraire, l'heure est à une moisson spéciale pendant cette courte période exploitable. À présent, la suite de notre série sur l'évaluation de l'impact de cette pandémie sur l'économie nationale. Focus ce soir sur un autre secteur déjà sinistré, celui des biens et services liés au transport aérien. La décision de fermer les frontières aériennes a sonné comme le glas de ces activités, depuis la vente des billets d'avion jusqu'aux compagnies aériennes elles-mêmes, dont les aéronefs sont cloués au sol. Voici l'enquête de Oswald Modon. Comme touchées par une étrange épidémie, les agences de voyage ont toutes fermé leurs portes. Elles qui, il y a quelques semaines encore, avaient le vent en poupe, sont aujourd'hui en pleine tempête. Aucune n'a pu résister à la bourrasque causée par le Covid-19. Toutes les enseignes de la capitale politique offrent aujourd'hui le même visage. Grilles baissées et l'inévitable note placardée pour renseigner sur la situation dont l'issue, jusqu'ici, reste incertaine. Seuls quelques bureaux de compagnies internationales restent ouverts. Et encore, ce n'est pas tous les jours, juste pour assurer le minimum. Mais notre équipe n'y est pas vraiment la bienvenue. Et ce minimum est essentiellement consacré aux réclamations qui ne manquent pas. La raison reste la même. J'aimerais utiliser mon retour, mais à cause du corona, je ne peux pas. Donc ils nous avaient dit de venir le 20 avril parce que l'agence rouvrirait le 20, donc je suis venu le 21. Donc ils m'ont dit que mon billet était encore valable, mais que sinon j'avais la possibilité de me faire rembourser. Mais c'est une situation très embarrassante parce que je suis bloqué au Cameroun depuis des mois et c'est compliqué, heureusement qu'il y a la famille. La fermeture des frontières pour cause de Covid-19 a inéluctablement conduit à la fermeture de ces espaces généralement pris d'assaut par les voyageurs en quête de billets d'avion et de renseignements divers. Pris dans cet engrenage, les clients trinquent eux aussi. Moi, je suis arrivée ici en vacances pour un budget de 3 semaines. 3 semaines. Et là, je me retrouve à 2 mois. Et finalement, je ne pars pas, je suis là. Et je ne sais pas comment les autres font pour partir. Donc, ça fait 1 mois et demi que je ne travaille pas. Qu'est-ce que je vais dire à mon employeur? Et je suis dans la santé. Et voilà des semaines que cela dure. Bien malin qui pourra dire pour combien de temps encore. Les agences ouvertes rassurent comme elles le peuvent les clients sans grande conviction. Et là, il parle du 15 mai, la date éventuelle de l'ouverture des frontières camerounaises, pour peut-être qu'on puisse retourner en Europe. Ici, comme pour les tours opérateurs, contraints eux aussi au chômage technique, l'espoir d'un retour à la normale demeure dans la réouverture des frontières pour à nouveau faire décoller les affaires. Des affaires aujourd'hui clouées au sol pour cause de coronavirus. Mais il faudrait tout d'abord rester vivant et en bonne santé. Et pour se protéger de la contamination, le port obligatoire du masque reste une mesure salutaire. Et les normes de fabrication des masques artisanaux récemment publiées par le ministre de l'Industrie étaient expliquées ce mardi aux artisans fabricants par le ministre des PME, Achille Basilekin III. Et les normes, et encore les normes, et toujours les normes, dirait Étienne Pascal Azegue. Depuis l'annonce de son port obligatoire au Cameroun, le masque se vend un peu partout. Toutefois, on peut se poser des questions sur le respect des normes de cette étoffe barrière au Covid-19. Un bon masque, il doit pouvoir couvrir le nez jusqu'au menton, en pièce unique. Il doit avoir des cordes ou des brides, comme on l'appelle, qui ne vont pas gêner le porteur.
Au vu de ce qui précède, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a jugé utile de séparer le bon grain des livrets. Le ministre de l'Industrie a pris une norme camerounaise, la 2970. Il était question pour nous de vulgariser le contenu de cette norme aujourd'hui, mais surtout de faire venir à nouveau les artisans avec lesquels nous avions déjà eu cette séance de travail il y a 2 semaines pour examiner avec eux les opportunités, mais aussi les contraintes que représente cette norme. Ces artisans sont sollicités pour la confection des masques issus du don du président de la République aux communes. Nous avons noté que les artisans sont capables de produire la quantité de masques que le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition des populations sur l'ensemble du territoire. La production locale de cet important outil de protection contre le coronavirus est d'application obligatoire selon les normes du secteur génie pharmaceutique adoptées au Cameroun par le comité technique le 13 avril 2020. Direction à présent la région de l'Est où le dispositif de lutte contre le Covid-19 était évalué par le secrétaire d'État à la santé publique. Halim Hayatou a ainsi passé en revue les formations sanitaires, les postes de contrôle et les structures carcérales. À Berthois, le reportage de Georges Alain et Yango. Le secrétaire d'État à la santé publique vient s'enquérir de la santé actuelle de la région de l'Est, avec comme illustrite le gouverneur Grégoire Vangor, Ali Mayatou, et évalue le dispositif du système régional de gestion des incidents. Le dispositif en place à la délégation régionale de la santé rassure, tout comme l'arsenal médical abrité par le Fonds régional pour la promotion de la santé de l'Est. À l'hôpital régional de Berthois, les 24 patients en observation dans l'isoloir qui y est aménagé sont hors de danger. La guérison quasi acquise des 2 personnes infectées au Covid-19 dans la région fait grandir l'espoir au fil des jours, un peu à l'image des bâtiments du site régional de prise en charge des patients qui sortent progressivement de terre. L'état sanitaire dans le cadre de cette lutte au Covid-19 est parfaitement organisé dans la région de l'Est. Nous avons touché de bras de main toutes les organisations, tous les matériels qui est mis à la disposition. Il ne manque pas quelque chose aussi important qu'on le soit. Nous avons tout simplement à terminer notre centre de contamination que nous sommes en train de faire et tout ça, la région de l'Est sera à mesure d'affronter valablement cette pandémie. L'isolement d'éventuels cas d'infection au coronavirus est aussi en vue à plus de 200 km de Berthois, notamment au camp des réfugiés de Gado-Badjéré et à l'hôpital de district de Garoua-Boulaye, où l'isoloir est secondé par des dortoirs aménagés dans la salle des urgences. Non loin, la veille sanitaire restée en alerte à la frontière commune Cameroun-RCA est aussi motif de satisfaction. Après Douala, la Société anonyme des brasseries du Cameroun apporte son soutien également aux hôpitaux de la capitale Yaoundé. Les 3 formations agréées dans la prise en charge du coronavirus viennent de recevoir des dons de matériel et de protection, une contribution au Fonds de solidarité nationale instruit par le chef de l'État. Emmanuel Biconde de CRTV Centre. Le groupe SABC, Société anonyme des brasseries du Cameroun, fait encore valoir sa valeur citoyenne. L'équipe que dirigeait Dieudonné Michel Ondoko, directeur régional SABC du centre, s'est rendue au centre hospitalier et universitaire de Yaoundé à l'effet de remettre des dons composés d'eau minérale, d'eau de javel, des gants, des désinfectants, des masques et des thermoflash, entre autres. Un geste de cœur apprécié à sa juste valeur. Nous tenons à remercier au plus sincère de nous-mêmes la démarche citoyenne qu'est celle des brasseries du Cameroun. Nos remerciements, c'est les remerciements du personnel du CHU qui se sent protégé. Le CHU ne sera pas la seule formation sanitaire à bénéficier de l'appui du groupe SABC. L'hôpital Jameau et l'hôpital général de Yaoundé vont aussi en bénéficier. Une action citoyenne qui apparaît comme un renfort à ces hôpitaux. Depuis que cette affection est devenue une préoccupation pour un centre de prise en charge comme le nôtre, les autres malades ne viennent plus à l'hôpital. Et ça fait que les ressources propres de l'hôpital sont un peu amoindries. Infiniment merci au groupe SABC qui a pensé
au personnel de l'hôpital général de Yaoundé, qui a pensé aux malades de l'hôpital général de Yaoundé. Pour le groupe SABC, l'objectif de cette caravane humanitaire est de témoigner son soutien au personnel hospitalier en pleine lumière depuis la survenue au Cameroun de la pandémie Covid-19. Il s'agit d'un geste du cœur, c'est une expression d'une contribution, d'une participation à un effort collectif. Nous savons la peine qui est celle du personnel sanitaire aujourd'hui, le travail, la responsabilité d'apporter, de garder, de préserver la santé des Camerounais. Avec ces packages, ces établissements hospitaliers pourront davantage mieux se prémunir des cas de coronavirus. Yaoundé, dans le noir, hier soir, l'interruption très longue de l'énergie électrique dans la capitale, due à un grave incident survenu dans le réseau interconnecté Sud. Un incident qui a privé plusieurs ménages d'électricité pendant de longues heures. La raison, un camion qui a perdu son système de freinage à Nomayos, non loin de Yaoundé, et qui a terminé sa course folle en explosant un pylône. Les responsables du ministère de l'Eau et de l'Énergie et ceux de la Sonatrel mobilisés ont reconnecté le réseau peu avant minuit et les travaux de normalisation se poursuivent. Lucrèce Mbenga revient sur cet incident. Dégager la voie publique de ce pylône, c'est le devoir que s'assignent les responsables de la Sonatrel ce mardi. En effet, la nuit dernière, ce camion fou a percuté cette infrastructure de transport de l'énergie électrique et a d'un côté plongé de nombreux ménages dans l'obscurité et stoppé l'activité économique nocturne dans l'interconnexion sud. Ce camion, c'est un camion citerne transportant du fouel et venant de Douala pour la cimenterie de Nomayos qui arrivait à la côte abrite que vous voyez là, a perdu le contrôle et est revenu brusquement en arrière, percuter le pylône numéro 36. Le choc était tellement brutal que les centrales de production se sont retirées. Le minier était là. Donc nous avons pris les mesures, d'abord les mesures conservatoires qui s'imposent. Ces mesures conservatoires ont donc permis à certains quartiers de renouer progressivement avec l'énergie électrique. Mais ce moulin à l'arrêt au quartier Nomayos, lieu de l'incident, rappelle à suffisance qu'il y a encore du travail à faire. Progressivement, nous avons repris les clients en fonction de la réactivité des centrales de production qui s'étaient retirées. Nous sommes en train de prendre des dispositions maintenant pour remettre ce pylône-là et permettre aux populations de cette localité qui sont privées d'électricité de retrouver, n'est-ce pas, l'énergie électrique dans les plus brefs délais. Cet incident survient alors que la Sonatrel est engagée dans un vaste chantier de remise à niveau des réseaux de transport de l'électricité au Cameroun. Nous voulons commencer par les urgences dans ce programme-là, par le remplacement des transformateurs de puissance déjà surchargés. Le premier transformateur de 50 MVA à Limbé, il est déjà fonctionnel et sert déjà les populations du sud-ouest. Au poste de Ahala, et l'autre équipe sera à Konengi, toujours à Yaoundé pour le même exercice. À la bonne heure, quand on sait que l'énergie est à la base de tout développement. Dans le secteur agricole, l'opération 300 000 tonnes de cacao est en marche. C'est l'ambition de la Sodecao pour cette saison cacaoyère 2019-2020. Le directeur général évaluait les champs semenciers de la région du centre ce mardi. Jean-Claude Ekoa-Kwafane qui annonce 4 millions de plants hybrides disponibles pour l'ensemble des producteurs de la région. Cyril Kingembepe. Ces 150 000 plants disponibles ici à Mbalmayo attendent les producteurs. À ce jour, ils en ont acheté 40 000 seulement. Les conditions à remplir pour les obtenir sont pourtant aisées. Être enregistré, être suivi, être réceptif à nos enseignements de terrain et être capable de débourser la modeste somme de 50 francs CFA. La Sodecao dispose de 3 champs semenciers dans le territoire et est prête à accompagner les producteurs. Assurer le transport des plants, des pépinières vers les lieux de production. La lutte phytosanitaire, nous avons parlé des maladies du cacaoyer. Donc nous intervenons chez certains producteurs. Maintenant, il faudrait que nous puissions accroître l'échelle. La productivité des semences est un atout. 1 tonne à l'hectare. C'est des plants
de qualité. C'est également des plants qui résistent, n'est-ce pas, aux maladies du cacaoyer. C'est enfin des plants qui se distinguent, qui sont reconnus dans le monde entier pour leurs caractéristiques organoleptiques, la saveur, l'odeur et même la couleur du cacao. Depuis le 15 avril dernier, les producteurs sont à pied d'œuvre pour un cacao d'excellence. Pour cette saison-là, j'ai commandé 250 plants pour les remplacements. Et le champ est jeune. L'année passée, j'ai eu une production de 300. Avec 4 millions de plants disponibles, le Cameroun peut atteindre assez vite les 600 000 tonnes de production annuelle. En religion, les fidèles musulmans sont dans l'attente du début du mois de Ramadan. Ils scrutent maintenant le ciel et s'apprêtent à entamer ce mois de jeûne. Pourquoi attend-on donc de voir le croissant lunaire? La réponse est dans cette enquête de Joël Igor à Banda. Ce mardi 21 avril 2020 est le 28e jour du 8e mois dans le calendrier lunaire, le mois du Chaban chez les musulmans. Une période pendant laquelle les fidèles musulmans se préparent à entrer dans le jeûne du Ramadan. Mais pour ce faire, il y a des préalables parmi lesquels observer le croissant lunaire. S'il y a donc l'apparition de la lune, une fois que la commission de la croissance lunaire va confirmer cette apparition, les musulmans vont jeûner. La lune doit donc être perçue par une personne de bonne moralité qui informe la Commission nationale du croissant lunaire. Pour observer la lune, que ce soit quelqu'un de la campagne, quelqu'un de la cité, le grand, l'enfant, l'ignorant, le savant, tout le monde se rassemble au niveau de l'observation du croissant lunaire. Cette période considérée comme le 9e mois lunaire ou mois du Ramadan doit alors être observée par les musulmans selon les prescriptions de l'islam. La première des choses que doit faire le serviteur croyant, c'est d'exalter la louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte qu'il puisse parvenir dans Ramadan. Alors il devra donc prendre la ferme intention d'observer le jeûne. Et lorsqu'on observe le jeûne, on doit s'abstenir d'un certain nombre de choses. Il va cesser en journée de manger, de boire, de contacter un rapport charnel avec son épouse. Au Cameroun, les fidèles musulmans pourraient alors entrer dans le mois du jeûne de Ramadan, jeudi ou vendredi prochain. Et voici la page des sports pour évaluer les travaux d'achèvement en cours au complexe sportif d'Olembe. Des travaux qui avancent à bon rythme selon le gouverneur Nasseri Paul Béa, le président du comité du site de Yaoundé pour la CAN 2021, était sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement du complexe. Il a encouragé l'entreprise McGill à livrer ce chantier dans les meilleurs délais. François Bakary de CRTV Centre. Le chantier d'Olembe a été l'objet de désinformation ces derniers temps et pourtant le joyau achève de prendre forme sur le terrain. Près de 1000 techniciens mobilisés par l'entreprise McGill à cet effet s'activent. Depuis bientôt 5 mois, toute la boue, tous les bâtiments endommagés, toutes les détériorations ont été nettoyées. Nous passons déjà maintenant en travaux de finition avec les travaux de peinture, avec les douches, avec toute la partie technicole. Descendu en visite de routine pour aller toucher du doigt les réalités du chantier, le président du comité du site n'a pas été déçu. Au contraire. Le travail, ça avance. Tous les compartiments techniques. Vous avez vu vous-même les vestiaires, la salle de conférence, la salle technique, ainsi de suite. Tout se passe chaque jour en respect des règles établies en matière de lutte contre le coronavirus. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Forcément. Mais on doit respecter les règles de confinement et les règles de séparation et de distance entre nos ouvriers. Aujourd'hui, 936 ouvriers, tout le monde a un masque. D'ailleurs, depuis hier, on a ramené 2000 masques de protection qu'on va délivrer à tous nos ouvriers, à tous les collaborateurs, pour que tout le monde puisse porter le masque et qu'on n'ait pas de discussion. Et ce sont des masques lavables. Encore une fois, un produit made in Cameroun qu'on va distribuer à tout le monde. Au regard de la mobilisation des équipes techniques et des résultats déjà obtenus jusque-là, le gouverneur n'a pas manqué d'encourager l'entreprise McGill et féliciter les ouvriers, toujours à l'œuvre, engagés à respecter les délais contre vents et marées.
Avant de refermer ce 20h30, je signale ces deux télégrammes officiels de condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressés pour le premier à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, et c'est suite au décès de dizaines de personnes dans l'attaque terroriste perpétrée dans les régions de l'Ituri et du Nord Kivu. Le deuxième télégramme présidentiel de condoléances est adressé au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et c'est suite au bilan humain très lourd et des victimes de la fusillade survenue dans la province de la Nouvelle-Écosse. La fin de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Franck Evina, de Auguste Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou à minuit exactement. Retrouvez pour l'instant, juste après le journal, Olivier Kingemoli dans Par ici, le débat économique. Olivier que nous allons retrouver depuis les berges du Vouri à Douala. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30.